temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une connexion particulière dans un lieu que vous n'aviez jamais visité auparavant, ou de rencontrer quelqu'un en ayant l'impression de la connaître depuis très longtemps ? Eh bien, dans le nouveau livre d'Olivia Favre et Annette Courteil, Faire la paix avec ses vies antérieures, plongez à la découverte de vos vies passées et découvrez l'impact que certaines d'entre elles ont encore sur votre vie actuelle. À travers de multiples témoignages de sujets souffrant de phobie, d'angoisse, d'allergie ou tout autre symptôme et maladie plus ou moins graves, venez découvrir tous ces cris d'alarme de l'âme qui ne sont autres que des appels à guérir d'un trauma vécu dans une autre vie. En plus des nombreux témoignages de patients d'Olivia et d'Annette, ce livre vous offre des QR codes, des protocoles précieux pour se libérer de ce qui a besoin de l'être au niveau inconscient et en toute autonomie. Bonjour et bienvenue dans Un temps pour soi, l'émission 100% développement personnel qui fait bouger les consciences. Je suis Ambre Cazodor, praticienne psychocorporelle. Un samedi sur deux, nous mettons à l'honneur des personnalités inspirantes et passionnées pour partager leurs pratiques et astuces bien-être. Bienvenue sur Radio Asso. Nous démarrons aujourd'hui avec mon invitée, Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Ambre. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, tout comme Annette, tu es maître praticienne en hypnose sagesse et tu as comme objectif principal, je crois, de résoudre des problématiques de toutes sortes par la libération des traumas de nature karmique. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ok, super. Alors, avant de rentrer dans le bref du sujet, dans le vif, je rappelle à nos auditeurs que je t'ai interviewé l'an dernier sur ma chaîne YouTube déjà à l'occasion de la sortie de ton livre qui s'appelait Les 33 contes d'auto-hypnose. À cette occasion, tu m'avais offert un magnifique cadeau, une séance pour découvrir ton approche qui est vraiment unique. Alors moi, j'étais formée déjà à l'hypnose ericksonienne et je considérais à l'époque qu'on avait suffisamment à nettoyer dans cette vie-là, sans qu'on ait en plus besoin d'aller fouiller dans nos vies antérieures. Et je dois reconnaître que la libération que tu as opérée ce jour-là, ça m'a convaincue de la puissance de ta méthode et ça m'a fait revoir mon point de vue initial. Donc, du coup, je me suis posé la question, est-ce que la plupart de nos problématiques, elles viennent en résonance avec nos vies antérieures ? Et si c'est le cas, est-ce que tu vas systématiquement interroger l'inconscient pour nettoyer la problématique, j'ai envie de dire à la racine ? Alors, je pense que certaines problématiques sont vraiment intimement liées à nos vies antérieures, comme les phobies par exemple. Pour moi, si on a une phobie et qu'on ne va pas chercher dans une vie antérieure, je pense qu'on ne décoincera pas tout. On va peut-être apaiser un peu la phobie, la faire diminuer un peu, mais pour moi, à chaque fois qu'on veut résoudre une phobie, il faut aller dans la vie antérieure pour aller voir pourquoi elle a été générée. Mais après, il y a certaines problématiques, par exemple comme les migraines, où on ne va pas forcément être obligé d'aller dans une vie antérieure. Mais c'est jamais moi qui décide. C'est-à-dire que je pose la question à l'inconscient et c'est l'inconscient qui me dit où il veut aller. D'accord. Même si moi j'ai des idées, de toute façon, si lui veut pas aller dans la vie antérieure, il ira pas. Donc c'est vraiment lui qui a la main et c'est lui qui nous amène où il veut aller. D'accord, c'est lui qui te guide, quoi. Toi, Oui. Ok. Et du coup, est-ce que dans une seule et même séance, il t'arrive de visiter plusieurs vies quand l'inconscient t'amène à une vie antérieure ? Alors en fait, ça aussi, ça dépend des gens. C'est-à-dire que si on a réglé tout ce qu'on devait régler en 10 minutes, qu'on est allé dans une première vie antérieure, qu'on a trouvé l'origine de la problématique, qu'on l'a résolue, qu'on a réparé, et que l'inconscient nous dit que c'est pas réglé, dans ce cas-là, je vais aller voir si il n'y a pas autre chose derrière. Si au contraire ça fait 1 heure qu'on est sur la même vie, où c'est compliqué, où il y a beaucoup d'émotions, c'est très intense émotionnellement, à ce moment-là je m'arrête là, même si on n'a pas résolu la problématique,
il faut faire les choses par étapes, quoi. Donc ça veut dire que parfois, quand c'est bloqué sur une certaine vie, tu peux organiser plusieurs séances autour d'une vie sur laquelle il y a vraiment un gros dossier, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. C'est-à-dire que si les émotions sont trop violentes, je vais y aller par étapes. Parce qu'une séance, c'est comme si je déménageais une pièce. On va dire. Donc, je mets tout par terre, je vide tous les placards, je sors tout. Et après, c'est la personne qui va devoir trier et ranger ce que j'ai tout sorti. D'accord. Donc, on imagine bien que si je fais ça dans toutes les pièces de la maison, ça va être super compliqué pour la personne. Alors que si je fais qu'une seule pièce ou qu'un seul placard, parce que j'ai réussi qu'à faire un seul placard, eh ben, on va y aller par étapes et on va ranger au fur et à mesure. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Alors, au niveau de la préface de ton livre, dès le départ, tu te confies, tu parles de toi. Tu te confies avec le vitiligo qui t'a amené à la découverte d'une vie intérieure. Et en fait, tu dis que ce symptôme, c'était un moyen qu'avait trouvé ton inconscient pour faciliter la guérison d'une mémoire de guerre traumatisante au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses être complètement guérie de cette maladie qui est considérée par les médecins comme une maladie auto-immune ? Alors, de l'expérience que j'en ai au niveau du vitiligo, c'est une maladie qui est très versatile. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, par exemple, je l'ai guérie il y a à peu près 7 ans, donc ma peau a arrêté de se dépigmenter. D'accord. Elle a recommencé à se pigmenter, donc j'avais réussi à pigmenter toutes les joues, à repigmenter le cou parce que ça avait commencé à descendre. Ça a commencé à se repigmenter sur le front. Voilà. Et cet été, ça s'est arrêté. La repigmentation s'est arrêtée et j'ai reperdu les pigments sur mes joues. D'accord. Donc j'ai retravaillé dessus. Et là, grâce à une séance avec Annette, mes joues se sont à nouveau repigmentées. Par contre, la pigmentation autour de la bouche, elle, pour l'instant, elle est bloquée. Mais je pense que petit à petit, j'arriverai à la débloquer parce que je continue à faire des séances, en fait. D'accord. Et tu es toujours sur la même mémoire ? Il y a des choses qui sont pas réglées. Non, on peut naviguer sur plusieurs mémoires. Pour ce qui est du vitiligo, pour l'instant, j'arrive pas à décoincer le fait qu'il repigmente pas le tour de la bouche. D'accord. Donc j'essaye en hypnose, mais j'essaye aussi d'autres techniques pour voir si j'arrive à décoincer cette partie-là. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que dans ton ouvrage, tu soulignes bien que l'hypnose ne remplace en aucun cas des soins médicaux, qu'elle propose simplement un accompagnement qui est tourné vers la guérison de l'émotion. On sait que quand il y a une maladie, il y a toujours une émotion qui est prisonnière à l'intérieur du corps, ou en tout cas du trauma à l'origine de la souffrance. Okay. Ouais, moi, je pense qu'on doit travailler en équipe. C'est ça. C'est-à-dire que l'hypnose ne remplace pas ni un médecin, ni un psychologue, ni quoi que ce soit. Et si on veut être super efficace, au contraire, plus l'équipe est importante et plus c'est facile. Exactement. C'est-à-dire que les médecins vont apporter quelque chose, la psychologue va traiter toute la partie consciente, l'hypnose va traiter la partie inconsciente, et c'est le mouvement de l'équipe qui fait qu'on arrive à décoincer les choses. Ouais, j'ai tout à fait la même vision que toi. C'est vraiment travailler en équipe et chacun amène une pierre à l'édifice. Ouais. Tout à fait. Ah ouais. Alors, ton approche sagesse, justement, elle se distingue de l'hypnose ericksonienne, je l'ai dit en introduction, parce qu'il n'y a pas d'anamnèse, il n'y a pas de mise en transe par ce qu'on appelle l'induction. Ça peut être un scan corporel ou tout autre type de technique qui permet de rentrer en état de conscience modifié. Au lieu de cette première partie, toi, tu utilises des histoires à guérir. On en avait parlé sur notre premier entretien. Et ces contes, ça permet d'établir la confiance avec les gens que tu accompagnes. Ça permet de libérer aussi des émotions qui sont prisonnières. Ça permet de planter des graines de solutions. Et puis après, tu proposes une action imaginaire. On sait que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ce qui va permettre de renforcer le changement souhaité avec en plus une futurisation. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Sauf qu'au milieu, il y a la partie signaling. Oui, tout à fait. Alors, c'est cette partie-là, en fait, qui me permet de pouvoir faire les futurisations adaptées. C'est ça. C'est-à-dire que il faut d'abord que je sache pourquoi
pour pouvoir créer une futurisation. D'accord. Moi, je me suis posé comme question, est-ce que tu inventes à chaque fois les histoires pour chaque client dans la première partie, des histoires à guérir, ou est-ce que tu as un répertoire de contes en fonction des problématiques que les personnes t'amènent, s'ils viennent, tu parlais tout à l'heure de phobie, il y a des personnes qui souffrent d'allergies, qui n'arrivent pas à s'en défaire, de crises d'angoisse, etc. Est-ce que tu les prépares à l'avance, ces séances ? Alors, au départ, quand j'ai commencé, je passais 2 heures minimum pour chaque séance à préparer des séances adaptées, c'est-à-dire à choisir mes histoires en fonction du peu d'informations que j'avais. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, j'ai changé de méthode, c'est-à-dire que l'expérience a fait que je sais à peu près, quand les gens me disent qu'ils viennent pour une problématique, je sais à peu près ce que je vais trouver. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis, comme je fais du signaling, c'est le signaling qui me permet d'aller chercher la solution. Donc, j'ai moins besoin d'être précis dans mes histoires. D'accord. En hypnosagesse, ils préconisent de faire très peu de signaling, mais de vraiment passer du temps à choisir les histoires pour que ça se débloque tout seul, en fait, par les histoires. Comme avec les enfants, finalement. Je pense au conte à guérir. Je crois que c'est Salomé qui avait écrit ça. C'est vraiment leur amener des solutions à travers le héros auquel l'enfant va s'identifier. Voilà, exactement. Et donc, moi, je fais un peu la même chose, sauf que j'ai moins besoin d'être précise, puisque c'est l'inconscient qui va me donner la solution. D'accord. Donc, alors justement, maintenant, j'ai un répertoire de séances. Ouais. Si quelqu'un vient pour une phobie, je vais lui faire toujours la même séance. D'accord, ok. Mais par contre, je veux bien pour nos auditeurs, moi je sais ce que c'est que le signaling, mais parce que pour avoir travaillé en plus avec toi, mais que tu leur expliques un petit peu c'est quoi le signaling. Alors, le signaling, c'est un code qu'on met avec l'inconscient pour qu'il puisse nous parler. C'est-à-dire que je vais lui proposer soit de cligner des yeux pour me dire oui, soit de déglutir pour me dire oui, soit de bouger un doigt. Et en fonction de ce code, on va aller chercher la réponse à la problématique. Donc, moi, je mets l'inconscient en confiance grâce aux histoires. D'accord. Et ensuite, une fois qu'il a confiance en moi, qu'il sait à peu près comment je fonctionne, je vais lui poser des questions pour savoir pourquoi il a ses migraines, pourquoi il n'arrive pas à dormir, pourquoi il s'empoisonne, etc. Okay. Et c'est grâce à ce code qu'on va trouver les réponses. Et ce signaling, est-ce que tu proposes un signaling différent à chaque fois ? Tu parlais de déglutition, tu parlais de bouger le doigt. Tu le proposes ou c'est l'inconscient qui choisit ? Alors moi, je lui propose 3 solutions, mais après, c'est lui qui va choisir de toute façon. D'accord. Moi, je n'ai pas la main. C'est-à-dire qu'il peut très bien choisir de bouger les bras complètement, il peut choisir de mimer la scène, il peut choisir de faire des mouvements de bouche. Okay. Donc, il peut même choisir de colorer le visage. C'est-à-dire que j'ai eu certaines séances où on voyait une trace de main apparaître sur le cou. Ah oui. Donc, c'est-à-dire qu'il dépigmentait la peau pour faire apparaître la trace de quelque chose qui s'était passé. Est-ce qu'il t'a bien parlé, du coup, en résonance ? Voilà, tout à fait. Quand on voit une trace de main apparaître sur le cou, on se dit, je sais à peu près où je dois aller. C'est ça. Incroyable. Le corps est incroyable. Ok, Olivia, alors du coup, ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est que quand tu guides le sujet, en tout cas quand tu cherches à établir une communication avec l'inconscient pour aller à la racine de la problématique, tu poses énormément de questions. Et je me demandais si tu avais répertorié ces questions par expérience. Tout à l'heure, tu disais, en général, quand je vois une phobie, je sais où aller, etc. Ou est-ce que c'est vraiment un apprentissage qui serait proche de ce qu'on appelle la maïeutique, par exemple ? Alors, au départ, j'avais un mode opératoire très bien rodé. C'est-à-dire que je commençais toujours par cette question, puis ensuite par celle-là, et puis j'arrivais à celle-là, etc. Maintenant, comme j'ai un peu plus d'expérience, je sais à peu près quand j'ai une problématique où je vais devoir aller. D'accord. Mais je crois que c'est surtout de l'intuition. Ok. Parce que, en fait, je me suis aperçue que pour une même problématique, à certaines personnes, j'allais poser la question est-ce que vous étiez sur un bateau ? À d'autres, je vais leur demander est-ce qu'il y avait la guerre ? Et ça n'a aucun sens, en fait, que je pose l'une ou l'autre des questions. Tu rentres en télépathie avec la personne, quoi. C'est ce que je pense. Ouais.
Je pense que comme tout est vibration, Ouais. quand la personne est en état d'hypnose et que moi aussi je me mets en état d'hypnose, c'est comme si il me donnait des informations. Ça me fait des frissons. Ouais, je comprends. Alors, Génial. je n'entends rien, hein, je ne vois rien, j'ai pas de, on me parle pas dans l'oreille. C'est juste ma question qui va sortir toute seule en fait. D'accord. Comme si c'était mon inconscient qui prenait le relais et qui me guidait là où il faut aller. Génial. Ouais, donc faut vraiment pas être dans le mental, hein. Faut vraiment être dans le corps, complètement en lien avec la personne avec que tu guides, quoi. En fait, il faut pas se poser de questions. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut pas réfléchir. Il faut laisser faire l'instinct. Ouais, il faut avoir une Comme je sacrée fais des dose de formations confiance. Hein. signaling, Ouais. pour que les personnes puissent apprendre, je leur donne le mode opératoire que j'ai utilisé au départ. D'accord. Pour qu'elles puissent se faire confiance, Ouais, c'est ça. apprendre à gérer déjà le début, et puis ensuite, après, une fois qu'on a confiance et qu'on voit qu'on sait faire, on n'a plus besoin du mode opératoire, on peut le lâcher. C'est génial. Et c'est plus facile comme ça, en fait. Génial. Alors, je rappelle le titre de votre livre, hein, je dis votre parce que tu l'as coécrit avec Annette Courteil, Faire la paix avec ses vies antérieures. Dans ton livre, tu abordes la naissance, le choix de notre famille, devenir parent aussi. Et puis, tu donnes plein de témoignages de rencontres, ou plutôt, j'ai envie de dire, de retrouvailles qui réactivent parfois des mémoires de vie antérieure. Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, ou des exemples qui t'ont particulièrement marqué dans les accompagnements que tu as pu faire ? Oui, alors il y a l'exemple de Clémence. Donc Clémence, elle est venue nous voir parce qu'elle avait des plaques d'urticaire avec des démangeaisons qui étaient apparues quand elle a rencontré son mari. Voilà, et ces plaques, elles apparaissent lorsqu'elle se baigne dans l'eau froide. Ou par temps humide, ou quand elle se balade en forêt, ou en présence d'un courant d'air. D'accord. Et donc, en fait, au cours de la séance, on a découvert que Clémence avait choisi de s'installer aux États-Unis avec un homme qu'elle aimait. Et lors de la traversée en bateau, cet homme lui a annoncé qu'il allait la quitter. Et elle, par désespoir, elle a sauté du bateau. Et cet homme a choisi de sauter pour la sauver. Sauf que elle a survécu et pas lui. Et donc elle a porté le poids de cette culpabilité. Wow. Et il se trouve que dans cette vie actuelle, quand elle a rencontré son mari, en fait, elle a retrouvé l'homme qu'elle avait aimé dans cette vie antérieure. Et donc, c'est pour ça que les plaques sont arrivées, comme pour lui dire, souviens-toi, sois prudente, tes actes ont des conséquences. Et donc, dès qu'elle était dans le froid, ça lui rappelait quand elle a sauté du bateau et qu'elle est arrivée dans l'eau froide dans l'océan. Et donc, c'était à chaque fois qu'elle se retrouvait dans une situation où ce froid pouvait apparaître, ça lui faisait apparaître les plaques d'urticaire, comme pour lui rappeler que ce qu'elle avait fait dans la vie d'avant. Alors effectivement, je me souviens de cet exemple puisque j'ai dévoré ton livre et vraiment avec délectation et j'ai envie de te demander, c'est fou, hein, ça nous prouve une fois de plus à quel point le corps, il a une mémoire dont on n'a pas forcément accès au niveau conscient. Mais alors dans ce cas-là, comment tu fais pour rassurer le corps, la personne, pour la sortir de ce froid en cas de stress ? Eh bien, tout simplement, en fait, une fois qu'on a trouvé que c'était lié à ça, on va réparer. D'accord. Et c'est important de réparer. Mais et pour réparer, en fait, on corrige la ligne de temps. C'est-à-dire qu'on va inventer une nouvelle histoire dans laquelle tout va bien se passer, dans laquelle elle va surmonter cette rupture, dans laquelle son compagnon va être libre d'aller faire sa vie, et qu'elle, elle va pas être ni dans la colère, ni dans le désespoir, ni dans la tristesse, etc. Donc en fait, c'est juste lui apprendre l'adaptation. C'est ça. Pour moi, on va pas réécrire l'histoire en disant non, ton compagnon, il va vivre avec toi, vous allez vivre heureux avec plein d'enfants. Il faut accepter que l'autre ait le droit de partir, en fait. D'accord. Oui, c'est le changement d'histoire qu'on retrouve en ericksonienne, en protocole, en fait. Hein, ouais. Voilà. D'accord. Exactement. Sauf qu'on sait pourquoi on réécrit l'histoire. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord découvrir pourquoi il y a ce traumatisme, d'où vient ce traumatisme qui génère ces plaques d'urticaire pour pouvoir réécrire l'histoire. D'accord.
Et alors, du coup, toujours dans cet espace, tu abordes également les visites de lieux mémoire, des lieux qui sont chargés d'histoire. Alors, évidemment, on pense aux sites de guerre et encore plus dur aux camps de concentration. Est-ce que tu penses qu'on peut sentir parfois, tu vois, des nausées, là, tout à l'heure, j'avais des frissons, des sensations désagréables, pas forcément parce qu'on a vécu une guerre, pas forcément parce qu'on a eu un trauma dans cet endroit, mais parce on porte en nous des mémoires, en fait, de nos ancêtres qui ont vécu des traumas d'enfermement. Tu vois, je pense à mon grand-père qui lui-même a eu des expériences dans des camps. Est-ce qu'on peut, tu vois, quand on est dans la loyauté familiale, à revenir avec ces mémoires qui font que face à un film sur, par exemple, les camps de concentration, on sent des émotions mais complètement débordantes? Alors, pour moi, non. D'accord. Mais parce que j'ai jamais eu un exemple qui pourrait me dire oui. D'accord. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas le cas. Hein. Ah, oui, ça veut dire que moi, en séance, j'ai jamais eu comme réponse le fait que ça soit lié à son grand-père qui avait vécu ça. D'accord. Donc pour toi, c'est qu'il y a quand même un fil conducteur qui ramène à une vie où on aurait là aussi. Oui. D'accord. Ok. Par contre, j'ai eu des cas où la personne avait été ce grand-père qui avait été dans les camps. Ce qui est différent. Ah oui, mais même si c'est seulement le grand-père, tu vois, en termes de vie, tu vois où je t'emmène, en termes de temporalité. Oui, mais ça marche parce que, admettons que le grand-père il soit mort quand la personne elle est, avant sa naissance. Avant sa naissance. Voilà. Donc on peut revenir très vite, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. On peut revenir de ce que j'ai vu, entre 10 ans et 30 ans. Mais le grand-père peut très bien être mort, et que donc le père soit né, l'enfant soit né, et que cet enfant soit ce grand-père. D'accord. Ouais, ça peut très bien être le cas. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'il a cette mémoire-là, mais c'est bien la mémoire de ce grand-père, mais parce que son âme a été ce grand-père. D'accord. Incroyable. Ok, alors dans ton livre, toujours, tu cites des cas de traumatisme que tu as accompagnés. Donc là, moi, je vais reprendre le cas d'Adèle. J'imagine que tu as changé son nom. Adèle, cette petite fille de 16 ans qui, elle, s'est mise à faire des crises d'angoisse et puis d'autres symptômes, mais pour laquelle, toi, tu as découvert qu'elle avait été violée, qu'elle avait été séquestrée dans une autre vie. Et puis, 1 mois après cette première séance, il y a certaines de ces angoisses qui se sont estompées, d'autres persistent encore, ou en tout cas au moment où tu as écrit ce livre, persistaient encore. Et tu dis que tu n'es pas allé chercher certains détails, comme les circonstances de sa mort, et que la guérison de l'âme, alors ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, elle a besoin de toutes les pièces du puzzle avant d'opérer la réparation. Est-ce que c'est fréquent dans tes séances de devoir revenir justement sur cette vie, tu vois, sur cette vie que tu as explorée? Tu parlais de... tu as repris la métaphore de la maison, de la pièce, pour pouvoir libérer toutes les angoisses. En général, pour combien de temps pour qu'une personne, elle puisse digérer le travail que tu fais déjà en une séance qui peut être, je le dis pour les auditeurs parce que j'ai expérimenté, très, très, très remuante? Alors, déjà, première chose, c'est que Adèle, elle a 16 ans, mais quand je l'ai vue arriver au cabinet, j'ai pas vu une enfant. Ah, d'accord. J'ai vu une adulte très sûre d'elle, très très forte. J'ai pas vu une victime faible. Voilà. J'ai vraiment vu quelqu'un de solide, de costaud, de volontaire. Voilà. Dans son énergie, quoi. Ouais. Exactement. Je lui aurais jamais donné 16 ans. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on a découvert, elle le savait pas. Elle le savait pas, mais en même temps, il faut le temps que l'inconscient digère et que le conscient digère. Alors, quand tu dis qu'elle ne savait pas, on était sur une autre vie, on était sur cette vie? Oui, on était sur une autre vie, et donc elle savait pas, ce qu'elle allait trouver, quoi. De ce qui allait se passer. Et je pense qu'il faut un temps d'intégration. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, il faut déjà digérer. Et puis ensuite, il faut être prêt à passer à l'étape d'après.
c'est-à-dire aller guérir cette blessure, aller avancer. Et je me rappelle qu'elle avait un pendentif avec un pistolet au pendentif. Pour se défendre. Et je lui ai dit, est-ce que tu penses que tu peux être capable d'enlever ce pendentif pour ne plus être dans la vengeance ou dans la protection et pour elle, c'était, elle pouvait pas. C'était pas possible en fait de l'enlever. C'était sa protection. Et donc on voit bien qu'il faut du temps de maturation. Elle faisait des études de psychologie elle voulait faire criminologue. Ouais, c'est énorme. Donc voilà, on voit bien que le processus est en train de s'installer, mais qu'elle a aussi envie de résoudre ses problèmes toute seule. C'est-à-dire que voilà, elle veut avancer à son rythme et puis comprendre les choses et puis et quand elle sera prête, elle ira chercher ses émotions. Et toi, tu proposes mais là, elle n'est pas dans le travail émotionnel, en fait. Là, elle est dans le travail de je me défends, je fais des arts martiaux, j'essaye de comprendre la psychologie des gens pour me protéger. Mais elle n'en est pas encore au point où elle va chercher les émotions de peur, de colère. C'est pas le moment. Ouais, je comprends très bien. Mais alors du coup, ça m'amène une autre question, Olivia. Enfin, deux autres questions. Déjà, ça veut dire que dans ces cas-là, tu laisses ouvert, tu dis à la personne, tu reviens vers moi quand tu veux, c'est ça? Alors en fait, je dis toujours aux gens, quel que soit le type de séance, si dans un mois vous pensez à moi, c'est que vous avez besoin de revenir. Si vous pensez pas à moi, c'est que vous n'en avez pas besoin. Ok. Ça marche. Et je trouve que c'est la meilleure des solutions parce que même pour un cas où on trouve un petit trauma dans cette vie actuelle, il se peut très bien que la personne pense à moi tout le temps pendant un mois parce que son inconscient lui dit c'est bon, j'ai confiance maintenant et je veux aller régler quelque chose d'un peu plus costaud parce que c'est le moment. Ouais, c'est ça. Donc je vais jamais dire aux gens non, il y a besoin que d'une séance, on se revoit jamais. Non, je leur dis c'est à vous de voir. Tu laisses la porte ouverte. Que vous avez besoin, c'est que vous avez besoin. D'accord. Et l'autre question auquel je me posais, c'est, tu vois, quand tu n'as pas accès à ce type d'info, toi, tu viens ouvrir cette info. Si on ne l'ouvre jamais, ce couvercle, cette boîte, est-ce que tu penses qu'on va le rejouer? Donc, tu vois, là, c'était vachement dur, l'histoire du viol, de la séquestration. Est-ce que pour libérer ça du corps, c'est un peu, en tout cas, ma théorie émotionnelle, on va avoir besoin d'attirer un événement similaire pour libérer ce trauma qui est dans le corps? Oui. Ouais, d'accord. On peut passer par là. Ouais. Okay. Alors peut-être pas aussi violent, sûr, mais on peut passer par là. Changer de décor, mais ok. Ouais. Merci beaucoup, Olivia. Alors on va faire une courte pause en musique et puis on se retrouve juste après. Ça marche? Ça marche. À tout de suite sur Radio Asso. Et pour cette émission, Ambre, je vous propose de découvrir le morceau I Can't Stop Anytime I Like du groupe Stumbline, actuellement en programmation dans la playlist All Music de Radio Association.
On se retrouve dans cette émission 100% développement personnel, un temps pour soi, avec mon invitée Olivia Favre, qui a écrit un livre passionnant qui s'intitule « Faire la paix avec ses vies antérieures ». Toujours avec nous, Olivia. Oui. Alors, super. Alors, ce livre, tu l'as coécrit avec Annette. Dedans, vous offrez des clés en hypnose qui sont accessibles en audio avec des QR codes pour se remettre de traumatismes, pour supprimer des promesses, des vœux, pour guérir de traumatismes collectifs aussi. Et j'aimerais qu'on puisse revenir toutes les deux sur les promesses, sur les vœux. Parce que tu donnes énormément d'exemples de promesses qui ont été faites dans une autre vie. Et je me souviens d'une femme qui n'arrivait pas à mettre au monde d'enfants avec son conjoint parce qu'elle avait fait une promesse à son ex, celui de lui donner un enfant quand il serait marié. Ensuite, ils se sont séparés assez brusquement. Elle n'a pas tenu sa promesse. Cette promesse, elle lui est revenue en mémoire quand elle a travaillé en psychogénéalogie. Alors, ça m'a permis de voir en fait que, qu'il s'agisse de vie antérieure ou pas, l'impact d'une promesse, ça peut être sacrément coriace quand on en prend conscience. Et il se trouve que cette femme, moi je lui avais fait écrire à son ex pour qu'elle lui demande pardon et puis pour qu'elle ait en fait en quelque sorte sa bénédiction pour offrir, pour donner la vie. Aujourd'hui, elle est maman. Alors je me suis demandé si la simple prise de conscience, tu vois, d'une promesse, ça peut être suffisant pour libérer le blocage, ou est-ce que tu penses que l'important c'est vraiment de faire la paix d'abord avec soi, puisque tout part de soi, sans forcément avoir besoin du consentement en l'occurrence de l'ex-conjoint, en tout cas de l'autre? Alors, c'est sûr qu'en prendre conscience va permettre de libérer des choses. Ouais. Et je pense que faire la paix avec soi, c'est indispensable. Si on se sent coupable, si on est en colère contre soi ou contre les autres, l'inconscient va mettre en place des événements pour qu'on se punisse. Ou alors on va croiser des personnes qui vont jouer le rôle du bourreau, donc justement pour qu'on arrive à se pardonner. Et pour moi, se pardonner à soi, c'est d'abord l'essentiel. Ouais. Après, quand on va demander pardon aux autres, je pense que c'est à chacun de choisir s'il a besoin de faire ça ou pas. Demander pardon aux autres, ça demande une certaine maturation aussi. C'est-à-dire que pardonner aux autres, c'est plus se dire je veux plus que cet événement ait un impact dans ma vie. Oui, je veux plus que à chaque fois que j'y pense, je veux plus avoir mal. C'est reprendre la part qu'on a donnée à l'autre. Hein. T'en parles beaucoup dans ton livre, c'est magnifique ce que tu dis autour du pardon. Oui, pour moi c'est vraiment une libération. C'est pas pour excuser l'autre, parce qu'il n'y a pas d'excuse à donner. C'est juste pour dire, moi, ce trauma, je l'ai assez vécu et j'en veux plus dans ma vie. Et réciproquement, c'est ça, hein, c'est dire, je te demande pardon, j'en ai marre d'avoir mal en pensant à ce que j'ai fait, quoi. Aussi. Ouais. Aussi. Et puis c'est demander pardon avec le cœur, c'est de dire ok, j'ai pas été parfaite, j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait, j'aurais pu faire autrement, mais j'accepte ce que j'ai fait parce que de toute façon c'est fait. Et si je peux réparer quelque chose, je vais réparer. Mais pour réparer, il faut que je sois bien. Il faut que je sois en paix avec moi-même. Il faut que j'arrête de me punir. Il faut que j'arrête de me culpabiliser. Il faut que j'arrête tout ça en fait. C'est super bon, bien sûr. Alors, dans les promesses, t'expliques que l'inconscient, une fois qu'il a conclu ce pacte avec lui-même, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour le tenir. Et puis, s'il échoue, il culpabilise et du coup, il va s'infliger une sanction. Alors, on peut imaginer à quel point la prise de conscience de ces dynamiques et la rupture de ces vœux, ça va vraiment aider à briser certains cycles, s'autoriser à vivre des relations beaucoup plus harmonieuses. Est-ce que tu peux nous donner là aussi des exemples, parce que c'est toujours ce qui parle le plus aux auditeurs et puis à tout un chacun, je crois, de promesses que tu as pu aider à libérer, à briser et des conséquences que ça a pu avoir derrière dans la vie des gens que tu accompagnes? Alors, on peut par exemple avoir fait une promesse car on n'a pas réussi à sauver ses enfants. Par exemple, quelqu'un qui aurait été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait des enfants, son traumatisme, c'est pas d'avoir été déporté. Son traumatisme, c'est de ne pas avoir sauvé ses enfants de la déportation. Donc là, certaines personnes peuvent se dire, moi, je veux pas avoir d'enfants parce que j'ai pas été capable de protéger mes enfants avant. Wow.
On peut aussi se faire une promesse, quelqu'un qui par exemple se serait suicidé en laissant ses enfants, eh bien il peut se dire je vais me faire la promesse de ne jamais plus avoir d'enfants parce que je les ai abandonnés. Eh oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Ou alors un autre événement où un enfant se serait retrouvé responsable d'un de ses frères et sœurs. Et il n'a pas pu le sauver non plus. Eh oui. Parce que le parent l'avait laissé. Donc là, il va dire, moi j'étais enfant, j'avais la protection de mon frère ou de ma sœur, j'ai pas réussi à le sauver, donc il est hors de question que j'ai des enfants parce que de toute façon, je saurais pas faire. Wow. Et ce qui est important quand les gens viennent en séance, si c'est pas, ils ont le droit de pas vouloir d'enfants. Ils ont tout à fait le droit. Ce qui est important, c'est que ça soit pas un choix fait à cause de la peur. Oui, un choix fait avec le cœur, oui, c'est ça. Voilà, bien ça sûr. doit être un choix fait avec le cœur. On a le droit de pas vouloir d'enfants, on a le droit de vouloir passer une vie où on n'a personne d'autre à s'occuper que soi. Oui, ou mettre notre énergie dans un projet. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Par contre, ne pas vouloir d'enfants parce que on n'aurait pas su les sauver dans une vie d'avant, en fait, c'est pas juste. C'est pas juste ni pour les enfants qui voudraient revenir et retrouver leurs parents, ni pour la personne, parce qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu. C'est là où je vois la force de ton travail, parce que moi, c'est des choses que j'accompagne sur ces vies-là, où je vois par exemple des enfants qui ont manqué, ou des enfants pour qui, tu vois, je pense à une très bonne amie que j'avais, là pour le coup je ne l'ai pas accompagnée en thérapie, mais qui avait sa sœur qui s'était retrouvée handicapée, et c'est les grands-parents qui ont dû gérer les enfants, et du coup elle s'est fait la promesse de jamais avoir d'enfants pour ne pas imposer ça à ses parents, une fois de plus. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement le genre de promesse qu'on peut faire pour protéger les enfants, mais en fait ça les protège pas, parce que les enfants, on va prendre l'exemple des enfants qui auraient été déportés, la seule chose qu'ils veulent, c'est retrouver leurs parents. Bien sûr. Et on voit souvent en séance que les adultes qui viennent me voir et qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, leurs enfants sont les mêmes parents. Ils ont maintenant étaient déjà avec eux dans cette vie d'avant. Eh oui, bien sûr. C'est tellement beau. Ça semble tellement logique. Puisqu'il y a une théorie qui dit, je crois que tu la partages, qu'on choisit nos parents, notre incarnation, notre décor de vie, par rapport à ce qu'on a à dépasser pour que l'âme évolue, quoi. Exactement. Et ça, on le retrouve à chaque fois, que les personnes choisissent leurs parents. C'est vraiment une question qu'on a posée à chaque séance, et qu'on retrouve toujours la même réponse à chaque séance. Oui, on choisit ses parents. Bien sûr. Alors avec Annette, qui est professeure de yoga et praticienne en hypnose sagesse comme toi, vous avez établi des liens entre les découvertes des vies antérieures en hypnose et la philosophie du yoga, qui moi me parle particulièrement. Cette philosophie qui nous parle du karma, de la roue de la réincarnation, le samsara, pour pouvoir tisser des liens autour de cette idée de continuité. Et toutes les deux, vous citez des témoignages de personnes que vous avez accompagnées. Le fruit des recherches de mort imminente aussi, tu parles du docteur Kubler-Ross, qui était un psychiatre suisse dans les années 80. Cette femme-là qui, selon elle, je cite, « La mort est une transition où le papillon, l'âme, quitte son cocon pour poursuivre son parcours, guidé vers une lumière d'une beauté indescriptible. Elle était convaincue que la vie terrestre était une école pour l'âme, un lieu où elle apprenait et évoluait spirituellement. » Ce à quoi vous ajoutez toutes les deux, que l'inconscient semble non seulement donner accès à des souvenirs et des émotions cachées, mais également permettre un accès à l'expérience de l'âme et la rencontre de nos proches décédés. Certaines âmes semblent nous accompagner d'une existence à l'autre. Alors du coup, là tu viens juste d'en parler, mais est-ce qu'il y a un témoignage que tu as cité ou pas dans le livre, peu importe, qui t'a vraiment marqué sur des retrouvailles au sein d'une même famille? Là, tu viens de citer les enfants déportés. Est-ce qu'il y a un autre exemple qui te vient en tête qui a été waouh? Alors, c'est surtout celui-là, en fait, qui me marque à chaque fois. Ouais. Parce que autant sur d'autres traumatismes, on ne retrouve pas ça, mais sur les traumatismes des familles déportées, on retrouve vraiment que les familles, elles se reconstituent. Et ça, je trouve que c'est incroyable pour moi.
C'est vraiment quelque chose de super beau en fait. Et c'est la meilleure des justices. Bien sûr. Que les familles se retrouvent comme ça. Et si on parle d'autres retrouvailles, avec Annette, on s'est retrouvés parce que à force de faire des séances, on a essayé de comprendre quel lien particulier on avait, parce que quand on s'est vu pour la première fois, on avait ce lien très fort déjà. On avait l'impression de se connaître, on s'était jamais croisés. Et en fait, on a trouvé que justement dans cette... alors on a vécu ensemble plusieurs vies, hein, mais la dernière, c'était ma grand-mère quand moi j'ai été déportée. Wow. Donc au cours d'une séance, on a trouvé qu'on était dans le train ensemble et qu'elle était décédée dans le train, et que la dernière chose qu'elle a fait, c'est me donner un morceau de pain pour que je puisse manger quelque chose. Et j'ai un rapport avec le pain qui est incroyable. Parce que moi, quand j'ai une baguette devant les yeux, je peux pas m'empêcher de la manger, quoi. Il faut que je mange ce bout de pain. Et quand je sors de séance, ou quand je suis un peu fatiguée, ce que je préfère manger, c'est du pain. C'est comme si cette mémoire, en fait, elle était toujours active. Elle restait là, et que c'est toujours mon réconfort premier. Et que tu aimes garder parce que c'est beau ce que tu dis, ce que tu évoques là. Donc t'as pas besoin de l'enlever, quoi. Bah non. Et ça, c'est des super belles retrouvailles. Ah bah ouais, je veux bien croire, ouais. Waouh. Alors dans ton ouvrage, tu abordes plein de thèmes finalement, hein, qui touchent à la psychogénéalogie notamment. Hein. Là, tu parlais de cette grand-mère qui est devenue ton amie et la personne avec qui tu as coécrit ce livre qui est merveilleux. Tu parles des fidélités, hein, on parle souvent en psychogénéalogie dans le jargon des loyautés inconscientes, des liens transgénérationnels. On voit bien que tous les chemins mènent au cœur. Hein. Et en fait, tu traites les problèmes majeurs qui sont liés aux vies antérieures avec des anciens, des troubles nerveux, des troubles du comportement. Tu parlais de phobie au départ, dans le début de cette interview. Il y a évidemment des troubles corporels aussi que tu accompagnes. Et puis, tu proposes des pistes de réflexion. Par exemple, en cas de surpoids, tu demandes, est-ce que c'est une manière d'éviter de susciter le désir chez l'autre en s'abritant derrière une carapace? C'est souvent ce qu'on voit quand il y a justement des mémoires de viol. Ou encore, est-ce que c'est une fidélité inconsciente dans la famille, hein, par exemple, si toutes les femmes ont dit qu'elles sont fortes et que l'inconscient, il a pris le mot fort dans son deuxième sens. Bon, bref, il y a plein de pistes de réflexion qu'on se pose d'abord dans cette incarnation. Alors du coup, quand la réponse, elle vient pas dans cette vie, est-ce qu'il y a d'autres moyens que l'hypnose pour accéder aux vies antérieures? Est-ce qu'on peut demander, par exemple, moi je travaille beaucoup avec la kinésiologie, est-ce qu'on peut demander au corps, est-ce que ça remonte à une autre vie? Et en cas d'affirmation, comment on peut poser un acte pour agir au niveau de l'inconscient? Tu penses qu'on peut, sans amener la personne avec des comptes, tout ça, aller directement sur une mémoire comme ça dans le corps? Alors, il y a plein de techniques différentes pour accéder aux vies antérieures. D'accord. On peut passer par le biais des médiums. Ouais. Ou alors faire de la kinésio. Mais pour moi, la kinésio, c'est un peu le même principe que le signaling. C'est-à-dire qu'on va demander au corps de répondre à certaines questions. Ouais. Voilà. Après... moi, je suis pas une experte en médiumnité, donc je pourrais pas répondre à ce genre de questions. Je pense que certaines personnes peuvent se mettre en connexion avec l'inconscient des gens directement. Et peut-être que la médiumnité, c'est ça. Hein, c'est ce que tu fais, de plus en plus finalement. Quand tu n'as plus du tout de protocole pour ton signaling, pour tes questions. Tout à fait, mais c'est la validation du corps qui me donne la réponse. Oui, alors que les médiums, eux, ils n'ont pas besoin de cette validation. Oui, ils n'ont pas besoin de ce support en quelque sorte. Alors peut-être que eux, ils ont plus confiance et ils font confiance à ce qu'ils ressentent ou à ce qu'ils voient, parce que peut-être qu'il y a certains médiums qui ont des visions. Donc quand on a une vision, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui s'est passé. Moi, comme j'ai pas de vision, pas de message, rien du tout, j'ai besoin que la personne me valide ce qu'elle... oui, c'est ton support, le corps de l'autre. En fait. Voilà. Je comprends. Et tu penses qu'on porte tous des mémoires de traumas collectifs? Tu parles des traumas collectifs dans ton livre, des mémoires de guerre, etc.
Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que si on part du principe que la réincarnation existe et qu'on met à peu près 30 ans pour se réincarner, entre 20 et 30 ans, ça veut dire qu'en France, à l'heure actuelle, notre génération, c'est la génération de ceux qui ont vécu la guerre de 39-45 et éventuellement la guerre de 14-18. Parce que si on est mort pendant la guerre de 14-18, ça veut dire que quand on revient, on est en plein dans la guerre de 39-45. Donc on peut très bien avoir vécu les 2 guerres précédentes. D'accord, donc forcément. En France, je parle. C'est-à-dire que si je faisais des séances aux États-Unis, je ne trouverais pas du tout la même chose. Bien sûr. Je trouverais d'autres traumas collectifs, mais pas ceux-là. Mais en France, on est vraiment dans cette période-là où on a vécu les 2 précédentes guerres. Donc, nos parents, par exemple, ils peuvent très bien avoir... donc, moi, j'ai 50 ans, pour donner un peu un ordre d'idée. Enfin, 52, mais bref. Ça veut dire que mes parents, ils sont peut-être... parce qu'ils sont nés dans les années 40, on va dire, 40-45. Donc, ça veut dire qu'ils ont vécu la Première Guerre. Il est possible qu'ils aient vécu la Première Guerre. Qu'ils soient morts en tant que soldats pendant cette guerre-là ou qu'ils ont été traumatisés par cette guerre-là. Notre génération, ça va être la guerre de 39-45 et éventuellement l'autre. La génération de nos enfants, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on se retrouve, et à mon avis, c'est pour ça que c'est si compliqué en ce moment, avec des gens qui sont dans la colère contre l'État, et on pourrait leur mettre n'importe quelle partie, ça serait la même chose. Ils ont besoin d'expurger la colère, quoi. Parce que cette colère, il faut bien qu'ils trouvent un coupable à cette colère qu'ils ont à l'intérieur. Et souvent, quand on a vécu la guerre de 14-18, on est en colère contre l'État. Parce qu'ils nous ont forcés à faire cette guerre absurde. Alors que c'était une guerre pour protéger les gens. L'État n'a pas choisi de faire la guerre juste pour nous embêter. C'est parce qu'on a été envahis qu'on fait cette guerre. C'est comme les Ukrainiens, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'ils doivent se laisser envahir ou est-ce qu'il faut qu'ils se défendent ? Et donc, cette colère qu'ils ont d'avoir fait cette guerre fait que on se retrouve avec une colère contre l'État où l'État est responsable de tous les malheurs du monde. Alors qu'on a des maisons, que nos enfants vont à l'école, qu'on est soignés, qu'on a le chômage, qu'on a la retraite. Et si on va dans d'autres pays, on voit bien qu'on n'a pas un quart de ce qu'on a nous. Et pourtant, on est super en colère et on trouve que c'est injuste. Alors que, franchement... pour avoir un peu voyagé, on est quand même super bien en France. On est bien lotis, ouais. Mais alors, du coup, tu penses, ça répond oui à ma question. On porte tous des mémoires de trauma collectif. En France, oui. Ouais. Ok. En France, oui. Et justement, pour sortir de cette tension, de cette volonté, de cette colère, de sentiment de guerre, dans le dernier chapitre, vous parlez beaucoup avec Annette de comment, par quel biais on peut atteindre la paix. Vous remettez d'ailleurs en lumière le pouvoir du yoga, puisque c'est un sujet qui est cher au cœur d'Annette et de la méditation. Est-ce que ces pratiques, toi, tu les as intégrées aussi dans ta vie ? Alors, donc Annette est prof de yoga, donc elle en fait tous les jours. Voilà, moi j'en fais une fois par semaine. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que d'abord ça fait du bien à mon corps, ça le détend, ça lui permet de garder sa souplesse et c'est important puisque notre corps, c'est celui qui nous permettra de vivre en bonne santé et bien et de vieillir bien. Ouais, c'est clair. Voilà, donc moi, mon but, c'est quand même de vieillir bien, d'être bien dans mon corps. Donc oui, c'est quelque chose que je fais et que je compte continuer à faire. Et puis après, la méditation, je le fais moins parce que je prends pas le temps de le faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Mais qui est pour l'instant pas dans mes habitudes quotidiennes. D'accord. Okay. Mais je le fais de plus en plus. Alors on pourrait... En fait, je parle beaucoup à mon inconscient. Et c'est pas forcément de la méditation, mais tous les soirs avant de me coucher, je vais lui parler pour le remercier de ma journée, pour lui demander s'il a besoin de telle ou telle chose, ou s'il y a une émotion que j'ai ressentie, si c'est lié à telle chose, voilà. Ouais, c'est une forme de pleine présence, donc c'est une forme de méditation.
C'est vrai que souvent on voit la méditation comme ouais, c'est ça, mais c'est une forme de méditation finalement. D'ailleurs, ça, je le fais tous les jours. Ouais, voilà. D'ailleurs, en fin d'ouvrage, vous donnez plein de pistes d'inspiration pour être beaucoup plus conscient, pour entrer dans cette pleine conscience, pour être conscient de notre pouvoir créateur, pour mieux l'utiliser. Est-ce que tu aurais une recommandation à faire à nos auditeurs, justement, pour être plus présents à nous et arrêter de se laisser toujours guider par notre inconscient? Alors, en fait, c'est vraiment à chacun de choisir qu'il a envie de vivre. Donc, on peut très bien faire de la méditation, du yoga, mais on peut aussi faire des voyages, on peut faire du sport, on peut lire des livres, on peut apprendre, on peut faire de la musique, on peut danser. Enfin, en fait, c'est infini. Ouais. On a des possibilités infinies et c'est à chacun de voir ce qui lui fait du bien. Moi, ce qui me fait du bien, c'est d'aller d'aller enlever les mauvaises herbes, de m'occuper de mon jardin. Mais il y en a d'autres, ça va être d'aller marcher, d'autres, ça va aller de soulever de la fonte, d'autres, ça va être de danser. Bien sûr. D'ailleurs, on voit chez toi, du coup, tu as besoin d'ancrage après accompagner les gens toute la journée dans d'autres vies, en fait, dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions. Ce qui semble logique. Oui, j'avoue que... alors après, en hiver, c'est plus compliqué, mais au printemps ou en été, j'ai besoin d'aller retrouver la nature pour... Cet ancrage, quoi. Ouais, enfin, c'est juste pour prendre l'air, en fait. C'est pour aérer mon cerveau, c'est pour... voilà, j'aime bien, en fait. Merci beaucoup, Olivia. Merci pour cette interview. Est-ce que tu aurais une actu à partager à nos auditeurs? Je crois que tu formes aussi. Le signaling, c'est ton truc, même si la méthode sagesse, tu l'avais dit, sur les 33 comptes d'auto-hypnose, tu l'as apprise de Camille Griselin, je crois, mais le signaling, c'est vraiment quelque chose que tu offres en outil à des thérapeutes. Est-ce que tu as des formations à venir? Comment on peut te contacter? Par quel biais? Je crois que tu travailles beaucoup en visio, donc c'est accessible à tout un chacun. Oui, alors j'ai un site internet qui est assez complet. D'accord. Donc là, on peut tout retrouver sur le site. C'est la première chose. Il y a vraiment beaucoup d'infos. Il y a des reportages, il y a des podcasts, il y a les livres, il y a la boutique. J'ai essayé de faire un site vraiment très complet. Donc on tape Olivia Favre, on te trouve? Voilà, Olivia Favre. Il y a la page Google Pro qui s'affiche. Il suffit de cliquer sur site internet. D'accord. Et là, il y aura tout. Et puis après, dans l'actualité, je sors 2 prochains livres. Le premier en janvier. Génial. Qui sera pour attirer l'abondance, de chance, d'argent, de créativité, d'amour, qui sortira en janvier 2025. Et puis le prochain qui sortira en septembre 2025 et qui s'appelle Briser ses chaînes. Wow. Donc ces deux-là sont coécrits avec Xavier. D'accord. C'est une collection. On a décidé de sortir une collection et la maison d'édition a accepté. Génial. C'est la collection des contes qu'on retrouvera tous les 6 mois normalement. Magnifique. C'est l'occasion de nous retrouver très bientôt alors. Super, Olivia. Voilà. Mais écoute, on te souhaite une merveilleuse continuation. Plein de succès. En tout cas, moi je conseille vivement ce livre qui est merveilleux et bien sûr tous les autres. Mais faire la paix avec ses vies antérieures, moi, je l'ai dévoré. Merci beaucoup pour ton temps. Et on espère vraiment qu'il fera du bien à beaucoup de monde. J'en doute pas. Et que ça permettra aux gens, en fait, de reprendre le pouvoir sur leur vie, de devenir les créateurs de leur vie. Parce que tout le monde est capable de tout faire, de tout réaliser. Et tout est bien plus facile qu'on peut le croire, en fait. C'est ça, exactement. Ainsi soit-il. Merci, Olivia. Une très, très belle fin de journée à toi. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Un temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience.
pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience.